Il me revient donc d'introduire cette séance en vous faisant un bref historique de la question pour expliquer pourquoi et comment la Cour de cassation en est arrivée aux arrêts du 13 septembre et dès lors il me revient en quelque sorte à brosser rapidement la chronique d'une jurisprudence annoncée. Je ne vais pas remonter très loin, je vais remonter à l'instauration des congés payés en 1936. À l'époque, la condition pour le salarié, c'est d'avoir 1 an d'ancienneté. En mai 1940, alors que les salariés sont au front depuis quelques mois en train d'attendre l'armée allemande, un décret provisoire du gouvernement, qui est encore le gouvernement démocratique, mais qui a les pleins pouvoirs, prévoit que cette condition d'1 an est désormais inappropriée et donc retient que le salarié a droit à des congés payés dès lors qu'il est en temps de travail effectif. C'est à ce moment-là que naît la notion de temps de travail effectif. En 1946, au moment du retour à la légalité républicaine, le Parlement s'empare de la question et, d'ores et déjà, estime que lorsque le salarié est en arrêt maladie pour accident du travail et pour maladie professionnelle, et qu'il est donc privé de son travail effectif pour un événement indépendant de sa volonté, il y a lieu de prévoir qu'il continue néanmoins à acquérir des congés payés. Et c'est seulement à la fin des discussions parlementaires qu'arrive la limite d'1 an pour cette assimilation au temps de travail effectif. Et dès lors se constitue, dès 1946, le droit du travail français en matière de congés payés qui ne changera pas jusqu'aux arrêts du 13 septembre dernier. Ultérieurement, bien entendu, arrive la directive de 1993 de l'Union européenne sur le temps de travail et les congés payés, qui est fondée exclusivement sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. J'insiste sur ce point car il y aura un recours en annulation du Royaume-Uni en 1996 à l'encontre de cette directive pour obtenir l'annulation de cette directive au motif que l'Union européenne a outrepassé ses compétences et ce recours sera en grande partie rejeté par la Cour de justice au motif que la directive est fondée sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés qui relèvent dès cette époque de la compétence de l'Union européenne. C'est un arrêt du 12 novembre 1996. Ensuite intervient la directive de 2003 sur le temps de travail et congés payés qui procède à une refonte de la directive de 1993 qui modifie quelques points de détail, notamment sur le repos dominical, mais qui, pour notre sujet, ne change rien, avec un article 7 de la directive qui est très clair, qui dit que le salarié a droit à des jours de repos et qu'il est interdit de monétiser les jours de repos, c'est-à-dire de les remplacer par une indemnité financière, sauf dans un seul cas, au moment de la rupture du contrat de travail, puisque, évidemment, après la rupture du contrat de travail, le salarié est dans la capacité de prendre effectivement ses congés. En 2008, arrive une question préjudicielle allemande que la Cour de justice de l'Union européenne juge suffisamment importante pour être envoyée devant la grande chambre de la Cour de justice, et 8 gouvernements, pas moins, vont intervenir devant le prétoire de la Cour de justice à Luxembourg, compte tenu de l'importance du dossier. Je crains de devoir mentionner que le gouvernement français ne figure pas parmi ces 8 gouvernements. Il s'agit donc du célébrissime arrêt Schulhoff du 20 janvier 2009, où la question posée est celle de savoir est-ce un salarié continue à acquérir des congés payés en période d'arrêt maladie. La question judiciaire allemande ne distingue pas suivant la nature de cet arrêt maladie. Pour résoudre la question, la Cour de justice examine les considérants de la directive. Elle voit que parmi les considérants, la directive dit que l'Union européenne s'inspire des principes généraux de l'Organisation internationale du travail. Donc, elle va regarder ce que dit la Convention 132 sur les congés payés de l'OIT et la Cour de justice constate que la Convention 132 de l'OIT sur les congés payés, qui, je le précise, n'a pas été ratifiée par la France, mentionne dans son article 5, paragraphe 4,
que le salarié doit pouvoir continuer à acquérir des congés payés lorsqu'il est privé de travail pour une raison indépendante de sa volonté, tel qu'un arrêt maladie, et c'est donc la règle qu'établit la Cour de justice quant à l'interprétation de l'article 7 de la directive. Donc il est clair que dès janvier 2009, le droit français n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. La Cour de cassation en a conscience et elle pose une question préjudicielle en 2011 dans la fameuse affaire Maribel Dominguez qui donne lieu à cet arrêt du 24 janvier 2012 où la Cour de justice sur le fond réitère l'incompatibilité du droit français. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation étant limitée par l'absence d'effet direct horizontal des directives, avait demandé si on ne pouvait pas considérer que le droit au repos était un principe essentiel du droit du travail, pour pouvoir en tirer peut-être des conséquences en matière d'effet direct. On sait que devant le prétoire de la Cour de justice, lors de l'audience, il y a eu tout un débat pour savoir si l'article 31, paragraphe 2 de la Charte pouvait être considéré comme étant d'effet direct. Les conclusions de l'avocate générale, Mme Tersteniak, s'inspiraient du droit allemand, et en droit allemand, les droits fondamentaux ne sont jamais d'effet direct, pour conclure qu'aucun article de la Charte ne pouvait être reconnu comme étant d'effet direct. La Cour de justice n'a pas tranché la question dans l'arrêt Maribel Dominguez et a simplement suggéré à la Chambre sociale une interprétation conforme en assimilant l'accident de trajet, puisque les faits de l'espèce étaient un accident de trajet, à un accident du travail, ce que la Chambre a en effet accepté. Néanmoins, consciente des limites contenant à l'absence d'effet direct horizontal de la directive, dès 2013, la Cour de cassation a mentionné dans son rapport annuel, dans la partie proposition de modification législative et réglementaire, la nécessité de modifier les articles L31-41-3 s'agissant de l'arrêt maladie de droit commun et de l'article L31-41-5 s'agissant de l'arrêt maladie résultant d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, avec la difficulté tenant à la limite d'1 an. Entre-temps est arrivée une autre question qui n'a aucun rapport avec les congés payés, qui est la question tenant au seuil des effectifs. La Chambre sociale a été saisie d'une question concernant l'association de médiation sociale de Marseille, qui avait 180 salariés, sauf que juridiquement, elle n'en avait que 3. Parce que tous les autres salariés étaient des contrats aidés qui, à l'époque, n'étaient pas pris en compte dans le calcul des effectifs. Cette situation du droit français avait déjà été condamnée par la Cour de justice dans un arrêt qui s'appelle CGT, car, je le rappelle, la directive information-consultation exige une institution représentative du personnel à partir au choix des États membres, soit de 20 salariés, soit de 50 salariés. J'ose espérer que cette question ne va pas être d'une brûlante actualité. Je rappelle néanmoins qu'il n'y a pas d'autre seuil d'effectif dans la directive que 20 salariés ou 50 salariés. Mais néanmoins, la Cour de cassation était évidemment là encore limitée par l'absence d'effet direct horizontal de la directive. Et donc, dans sa question préjudicielle, elle pose la question de savoir est-ce que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'information en consultation ne pourrait pas être considéré comme étant d'effet direct, ce qui permettrait au juge national d'appliquer l'article 27 de la Charte tel que, le cas échéant, précisé par la directive information en consultation. L'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit très exactement ceci. Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir au niveau approprié une information et une consultation en temps utile dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. La Cour de justice répond avec une solution nuancée qui consiste à dire que par principe, il n'est pas exclu qu'un article de la Charte des droits fondamentaux puisse avoir effet direct, dès lors que l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le traité de Maastricht, donc,
prévoit que la Charte des droits fondamentaux a la même valeur juridique que les traités européens. Or, on sait tous qu'un certain nombre d'articles des traités ont effet direct. On peut citer par exemple la libre circulation des marchandises ou la liberté d'établissement. En revanche, la Cour de justice estime que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux n'est pas d'effet direct, pour la raison simple qu'il renvoie à des actes complémentaires compte tenu de cette mention dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et par les législations et pratiques nationales. À la suite de cet arrêt, tous les commentateurs avisés du droit de l'Union européenne relèvent que l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, lui, ne renvoie pas à des actes complémentaires, puisqu'il dit que tout travailleur a droit à une période de repos journalière, hebdomadaire et annuelle. Et ce qui était possible, en tout cas, survient à la suite de deux questions préjudicielles allemandes en 2018, avec les fameux arrêts du 6 novembre 2018, Max Planck et Stadt-Wuppertal, où la Cour de justice reconnaît l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux. J'insiste sur un point, les arrêts de la Cour de justice ne comportent aucune limitation à l'avenir de cette reconnaissance d'effet direct, ce qui signifie que ces arrêts sont rétroactifs depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c'est-à-dire le 1er décembre 2009, qui est le traité qui a reconnu valeur juridique obligatoire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Après ces arrêts de 2018, la Cour de cassation modifie dans son rapport annuel les deux mentions relatives aux suggestions de modifications législatives en rajoutant un paragraphe disant « Cette réforme est d'autant plus nécessaire que la Cour de justice a reconnu l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte », ce qui signifie, pour tout esprit un tant soit peu délié, que le jour où on nous posera la question, nous aurons l'arme juridique pour écarter l'application partiellement des articles L3141.3 et L3141.5 du Code du travail. Il a fallu attendre 5 ans, mais pour une raison très simple, c'est que la Cour de cassation ne répond qu'aux questions qu'on lui pose, donc il a fallu attendre qu'un avocat au Conseil nous soumette des moyens tirés de l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2, et par ailleurs, les avocats au Conseil eux-mêmes sont tributaires de la manière dont le litige a été présenté et préparé devant les juridictions du fond. Donc tant qu'un salarié ne demande pas devant le Conseil de prud'homme un rappel de salaire au titre de période d'arrêt maladie, il est impossible évidemment pour la Cour de cassation de faire quoi que ce soit. Alors, cette affaire est donc arrivée en 2003, nous avons rendu une série d'arrêts le 13 septembre que vous connaissez tous. Néanmoins, j'aimerais apporter quelques précisions quant à ces arrêts, car le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont fait parfois l'objet d'interprétations inappropriées. Alors, première chose, bien entendu, nous n'avons pas fait une application directe horizontale de la directive. L'unique fondement juridique de ces arrêts, c'est l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux. Certes, dans ces arrêts du 6 novembre 2018, la Cour de justice donne le mode d'emploi et elle dit que quand on est dans un litige vertical, il faut appliquer la directive directement, puisque les directives ont un effet direct vertical. En revanche, quand on est dans un litige horizontal, il faut appliquer l'article 31, paragraphe 2, avec la précision de la directive, mais la directive, j'insiste sur ce point, apporte une précision très modeste. Elle se contente de dire qu'est-ce qu'il faut entendre par congé annuel. Et elle se borne à dire que par congé annuel, il faut entendre au minimum 4 semaines. C'est tout. Elle donne juste une concrétisation de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un congé annuel. En revanche, l'article 31, paragraphe 2, quand il dit de manière impérative et inconditionnelle que tout travailleur a droit à une période de congé annuel, il se suffit à lui-même. Je laisse le soin à Madame la professeure Sophie Robin-Olivier d'expliquer la différence de critères de la reconnaissance des faits directs entre une directive et un article de la Charte des droits fondamentaux, puisque les critères ne sont absolument pas les mêmes, et notamment l'exigence d'avoir un caractère précis et clair ne peut pas s'appliquer
pour la Charte des droits fondamentaux, pour raison simple, c'est qu'on ne peut pas demander à un droit fondamental qui est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques d'être aussi précis qu'un arrêté ministériel, bien entendu. Bon, alors, ça c'est le premier point. Le second point, contrairement à ce que j'ai pu dire, attention, nous n'avons absolument pas écarté l'application des articles 31.41.3 et 31.41.5 dans leur intégralité. Nous n'avons écarté l'application que partiellement. Si nous avions écarté complètement les articles L31.41.3 et L31.41.5, les salariés français n'auraient plus droit à des congés payés aujourd'hui, même pour les périodes de travail. Je ne suis pas exactement persuadé qu'ils en seraient satisfaits. Et quand on regarde les paragraphes 15 et 24 des deux arrêts importants, on dit bien qu'il y a lieu d'écarter partiellement les articles L31.41.3 et L31.41.5. Et nous avons simplement éliminé dans ces articles tout ce qui est incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice. Alors, s'agissant de l'article L31.41.5 sur les arrêts maladie à la suite d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, c'était très simple, puisqu'il nous a suffi d'effacer en quelque sorte les termes dans la limite d'1 an, puisque le texte lui-même assimile l'arrêt maladie à une période de temps de travail effectif. Donc la seule chose incompatible, c'est la limite d'1 an, donc il nous a suffi d'effacer ça. Mais du coup, dès lors qu'on s'est borné à enlever cette phrase incompatible dans la limite d'1 an, tout le reste de l'article s'applique, et tout le reste de l'article, c'est 5 semaines. Et ça, nous n'avions aucune raison de dire que ça ne sera pas 5 semaines, puisque tout le reste de l'article s'applique, et les 5 semaines, la 5e semaine, n'est absolument pas incompatible avec le droit de l'Union européenne, puisque les 4 semaines sont un minimum. Même raisonnement s'agissant de l'article 31.41.3 sur l'arrêt maladie de droit commun qui parle de travail effectif. On s'est borné à enlever de cet article la condition que le salarié soit en période de travail effectif, ce qui est antinomique en cas d'arrêt maladie. Et c'est tout. Et du coup, tout le reste de l'article s'applique, et le reste de l'article, c'est là aussi 5 semaines de congés payés. Comme vous le savez, le gouvernement a choisi de faire une solution distributive, et pour les arrêts maladie AT-MP, il procède à la même chose qu'a fait la Chambre sociale, c'est-à-dire qu'il a supprimé la limite d'1 an, donc les salariés vont acquérir 5 semaines. En revanche, sur l'arrêt maladie de droit commun, il a choisi de ne reconnaître que 4 semaines. Ça, c'est la liberté du gouvernement, sous réserve de ce qu'on pourrait en penser que le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a dit justement dans sa décision du 8 février qu'il n'y avait pas de difficulté. En tout cas, il ne revenait pas à la Cour de cassation de prendre ce qui aurait été une décision tout à fait politique. Nous, on applique l'article dans toutes ces dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la jurisprudence de la Cour de justice, et donc nécessairement on tombe sur les 5 semaines. Autre précision, il y a dans nos arrêts du 13 septembre le visa de l'article L1132.1 du Code du travail qui prohibe notamment les discriminations en raison de l'état de santé. Il ne faut pas se méprendre sur ce que signifie ce visa. À l'évidence, ce n'est pas l'article L1132.1 du Code du travail qui est le fondement juridique de la solution permettant d'écarter l'application partielle des articles L31.41.3 et L31.41.5 pour une raison très simple, c'est que l'article L1132.1 est de rang législatif, exactement au même rang dans la hiérarchie des normes juridiques que les articles L31.41.3 et L31.41.5, et donc serait absolument impuissant à permettre d'écarter l'application de ces deux articles du Code du travail sur les congés payés. L'article L1132.1 n'est pas une norme supérieure de droit par rapport aux articles sur les congés payés. En fait, nous l'avons visé uniquement pourquoi ? Pour expliquer que nous ne pouvions pas, par voie jurisprudentielle, créer une discrimination indirecte en raison de la santé, ce qui aurait été le cas si nous avions dit sur le quantum des congés payés que les salariés en arrêt maladie n'allaient acquérir que 4 semaines et non pas 5. Alors c'est une pratique qu'on a déjà employée dans plusieurs arrêts. Le premier arrêt dans lequel on a fait ça, c'est un arrêt du 23 mai 2017, publié au rapport annuel. Nous avons décidé que pour calculer l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
en cas d'arrêt maladie d'un salarié, il fallait prendre en compte non pas le salaire réduit durant l'arrêt maladie, mais le salaire antérieur à l'arrêt maladie. Et on a visé l'article 132.1 pour expliquer que sinon, sur l'assiette des congés payés, par voie jurisprudentielle, on aurait créé une discrimination en raison de l'état de santé. Nous l'avons refait plus récemment dans un arrêt du 1er juillet 2023. Nous avons décidé que pour calculer l'assiette de l'indemnité pour violation du statut protecteur en cas de licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement, en cas d'arrêt maladie, il fallait également prendre en compte non pas le salaire réduit durant l'arrêt maladie, mais le salaire antérieur à l'arrêt maladie. Et ensuite, on l'a fait plus récemment encore dans un arrêt du 20 septembre 2023, s'agissant d'un salarié en mi-temps thérapeutique sur la question de la répartition de la réserve spéciale de participation qui peut dépendre du temps de travail et du salaire perçu par le salarié. Et on a considéré que, bien que le salarié soit en mi-temps thérapeutique, on doit considérer que son salaire n'est pas celui du mi-temps thérapeutique, mais le salaire antérieur au mi-temps thérapeutique qui doit être pris en compte pour calculer sa part dans la répartition de la réserve spéciale de participation. Dans tous les cas, ce sont des arrêts qui concernent l'assiette des droits, qui expliquent que la Cour de cassation ne peut pas, par voie jurisprudentielle, créer une discrimination indirecte en raison de l'état de santé. Dernière chose que je voudrais indiquer, je ne parle pas de la prescription, donc, puisque monsieur le professeur Julien Icard va introduire ce sujet, et j'attends son intervention avec un vif intérêt, donc je ne sais absolument pas ce qu'il va dire. Je voudrais juste apporter une dernière précision pour introduire la communication de madame la professeure Sophie Robin-Olivier, c'est que parmi le flot de commentaires que j'ai lus des arrêts du 13 septembre, d'une qualité juridique que je crains de devoir qualifier de variable, j'ai vu qu'on reprochait à la Cour de cassation de ne pas avoir modulé dans le temps les effets de ces arrêts du 13 septembre. Je voudrais dire que c'est vraiment méconnaître profondément ce que signifie une reconnaissance d'effet direct d'une norme de l'Union européenne. Reconnaître l'effet direct d'une norme de l'Union européenne crée nécessairement, immédiatement, des droits subjectifs dans le chef des particuliers. À partir de ce moment-là, du fait de l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2, la Cour de justice a créé des droits subjectifs dans le chef de tous les salariés en Europe. Il est rigoureusement impossible pour une Cour suprême de décider d'anéantir par voie rétroactive ces droits subjectifs. Si on autorisait ça, il n'y a plus l'Union européenne, que les choses soient claires. J'observe d'ailleurs que dans le projet du gouvernement, comme l'a dit M. le professeur Pastel-Lautiec, la décision a été prise de mettre en conformité notre droit, y compris de manière rétroactive, depuis le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et date que j'avais en effet moi-même indiquée ici même le 12 octobre lors de la soirée débat sur le droit social européen, ce qui a suscité un certain écho. Je vous remercie.